C'était une douce soirée de printemps à Indianapolis, le 22 mars 1993. L'air extérieur était si tiède que les fenêtres restaient entr'ouvertes et que les lumières des perrons illuminaient des quartiers paisibles. Pour Carmen Van Hoos, âgée de 19 ans, ce n'était qu'une nuit de plus, une nuit qui commençait comme tant d'autres. Elle n'était pas sortie faire la fête ou voir des amis. Elle faisait quelque chose d'ordinaire et même de bienveillant. Elle rendait visite à sa grand-mère à l'hôpital Community Hospital South. Carmen avait toujours été proche de sa grand-mère. Ceux qui la connaissaient disaient qu'elle lui rendait souvent visite, surtout depuis que la santé de cette dernière déclinait. Elle possédait ce mélange de jeunesse et de maturité qui la rendait fiable. Quelqu'un qui ne se contentait pas de promettre sa présence, mais qui venait réellement. Plus tard, les infirmières de l'hôpital se souviendraient avoir vu une jeune femme aux cheveux bruns, vêtue d'un jean et d'un haut rose pâle, assise au chevet du lit, discutant à voix basse, effleurant parfois la main de sa grand-mère. Ce ne fut pas une longue visite, mais elle était sincère, du genre de celle qui vous marque si vous la connaissiez. Lorsque Carmen quitta l'hôpital, le soleil était déjà couché. Les lampadaires étiraient de longues ombres sur le trottoir tandis qu'elle se dirigeait vers sa voiture, une petite berline garée sous une lumière vacillante. Sur le siège passager attendaient deux personnes, son père, James Van Hoos, et son jeune frère, Jimmy. Elle avait proposé de les ramener chez eux après leur visite, une simple course familiale qui, sans qu'ils le sachent, deviendrait un des derniers moments clairs de sa chronologie. Le trajet du retour fut silencieux. Les routes du sud d'Indianapolis leur étaient familières, bordées de stations-service, de petits restaurants et de pâtés de maisons résidentielles qui semblaient tous identiques une fois la nuit tombée. Son père, fatigué de sa journée, lui dit doucement à quel point il était fier d'elle, de la façon dont elle travaillait dur ces derniers temps. Carmen jonglait avec de longues gardes dans un restaurant local, économisant pour emménager à plein temps dans son propre appartement. Elle rit et balaya le compliment d'un revers de main, disant qu'elle avait à peine le temps de dormir et encore moins de penser à l'avenir. Pourtant, elle sourit quand il le dit. Elle souriait toujours quand il l'appelait sa fille à lui. Ils arrivèrent devant la maison de son père vers 22h30. La maison se trouvait dans une rue calme, non loin de l'hôpital. Avant de sortir, James se tourna vers sa fille. Il hésita, peut-être était-ce un instinct parental ou simplement un pressentiment, et il lui demanda si elle voulait rester pour la nuit. « Il se fait tard, lui dit-il. Tu n'as pas besoin de rentrer toute seule. Bamidas. Carmen sourit de nouveau, avec cette même expression polie mais déterminée que tous les parents d'enfants devenus grands connaissent trop bien. Ça ira, papa, dit-elle. Je dois juste rentrer laver mon uniforme pour le travail. Une phrase si ordinaire, si anodine, mais qui serait la dernière qu'il entendrait jamais de sa bouche. Carmen le serra dans ses bras pour lui dire au revoir, déposa son frère et remonta dans sa voiture. Il était un peu plus de 23 heures lorsqu'elle se gara au Turtle Creek North Apartments, un complexe résidentiel modeste non loin de Greenwood. Plus tard, des voisins décriraient le quartier comme étant généralement sûr, bien que non exempt de problèmes, le genre d'endroit où l'on pouvait laisser la lumière de son perron éteinte et se sentir en sécurité tant qu'on fermait sa porte à clé. Alors qu'elle se garait, le parking était silencieux, à l'exception du bourdonnement d'un lampadaire voisin et du faible vrombissement des voitures sur l'autoroute lointaine.
Carmen prit son sac à main, peut-être le sac contenant son uniforme de travail, et se dirigea vers les escaliers menant à son appartement au deuxième étage. C'est à ce moment-là qu'au moins 2 voisins entendirent quelque chose. Une voix d'homme, quelqu'un marchant à ses côtés. Le ton était léger, amical. Il riait. Ce n'était pas le genre de bruit qui alerte. Au contraire, il a probablement rassuré quiconque l'a entendu que tout allait bien. Une jeune femme rentrant chez elle avec un ami ou un petit ami, parlant doucement, partageant une blague, le genre de choses que l'on entend tout le temps à travers les murs fins des appartements. Mais ce qui frappa plus tard, ce n'était pas seulement le rire. C'était l'heure tardive, aux alentours de 23 heures, peut-être un peu après, et l'identité de cet homme restait un mystère. Carmen n'avait pas de petit ami attitré à l'époque, et aucun de ses amis proches ne se souvenait qu'elle ait mentionné avoir prévu de voir quelqu'un ce soir-là. C'était un de ces moments étranges, entre deux, qui ne deviennent obsédants qu'avec le recul, normaux en surface, mais inexpliqués en profondeur. À l'intérieur de son appartement, tout semblait calme. Il n'y avait aucun signe d'effraction, aucune lutte signalée cette nuit-là. Mais le lendemain matin, des voisins remarquèrent que sa voiture était toujours garée à la même place, les rideaux tirés, un silence de plomb à l'intérieur. Personne n'y prêta vraiment attention. Carmen avait des horaires de travail irréguliers. Peut-être qu'elle faisait la grasse matinée. Peut-être qu'elle était partie tôt en covoiturage. Ce n'était pas assez inhabituel pour se démarquer. Pourtant, quelque part entre ce rire dans les escaliers et le lever du soleil, quelque chose avait terriblement mal tourné. Sa famille ne le savait pas encore. Ses amis ne se doutaient de rien. Mais dans la courte fenêtre entre minuit et l'aube, le rythme normal de la vie de Carmen fut violemment interrompu. Il y a une cruauté étrange dans la rétrospective, la façon dont des moments ordinaires peuvent masquer une tragédie qui se tapit juste derrière eux. Le père de Carmen rejouerait cette dernière conversation encore et encore pour le reste de sa vie. La façon dont elle avait souri en disant qu'elle devait laver son uniforme, la façon dont elle avait fait un signe de la main par la fenêtre de la voiture avant de partir. Il se demanderait s'il aurait dû insister pour qu'elle reste, s'il aurait dû la suivre chez elle, si un petit choix ce soir-là aurait pu tout changer. Dans les années qui suivirent, ces questions résonneraient plus fort que n'importe quelle réponse, car ce trajet de retour, ce petit acte d'amour et ce simple refus « ça ira, papa » furent le début d'un mystère qui s'étendrait sur des décennies, hantant tous ceux qui l'aimaient. Et lorsque la police reconstituerait ce qui s'était passé au cours de ces dernières heures, une chose deviendrait douloureusement claire. Quoique Carmen ait pensé l'attendre cette nuit-là, ce n'était ni la sécurité, ni son foyer, et celui avec qui elle riait dans ses escaliers n'était pas un ami. Il faudrait plus de 30 ans avant que quiconque connaisse son nom. Quelque temps après minuit, le complexe d'appartements de Turtle Creek North s'installa dans le genre de silence qui ne survient qu'après une longue journée de semaine. Les voitures avaient cessé d'arriver, les télévisions s'étaient tuées et l'air tiède du dehors était lourd et immobile. La plupart des gens dormaient, à l'exception de quelques-uns qui se souviendraient plus tard avoir entendu des choses qu'ils auraient préféré oublier. Vers 1 heure du matin, un faible bruit traversa les murs de l'immeuble. Au début, c'était à peine perceptible. Un bruit sourd, le frottement de pieds sur la moquette. Puis, une voix de femme aiguë et effrayée. Une voisine, une femme d'une vingtaine d'années qui vivait à 2 portes de Carmen, raconta plus tard à la police
qu'elle avait entendu ce qu'elle pensait être une courte dispute. Deux voix, une basse, l'autre plus haute, paniquée. Elle ne parvenait pas à distinguer la plupart des mots, mais une phrase traversa la cloison sans équivoque. « Lâche-moi! Lâche-moi! » Elle se figea. Pendant quelques secondes, elle resta immobile dans son appartement sombre, à l'écoute. La voix se coupa brusquement. Puis vint le son lourd de quelque chose ou quelqu'un qui tombait, suivi d'un bref silence qui parut durer des minutes. Elle pensa appeler la police, mais ne le fit pas. Dans les jours qui suivirent, elle tenterait d'expliquer pourquoi. Elle n'était pas sûre de ce qu'elle avait entendu. Les gens se disputaient tout le temps dans ce complexe. Les couples se querellaient, claquaient des portes, se réconciliaient, rompaient, recommençaient. C'était le genre d'endroit où l'on se mêlait de ses affaires, à moins que les choses ne semblent vraiment dangereuses. Et même dans ce cas, la plupart des gens hésitaient. Elle se dit que si quelque chose n'allait vraiment pas, quelqu'un d'autre appellerait. Mais personne n'appela. De l'autre côté du couloir, un autre voisin, un homme qui travaillait de nuit et venait de rentrer, se souvint avoir entendu le faible rythme de pas au-dessus de sa tête. Puis, le bruit d'une porte qui s'ouvre. Il crut entendre quelqu'un descendre rapidement le couloir, peut-être en courant. Quelques secondes plus tard, le calme était revenu. Il alluma la télévision pour couvrir le bruit et n'y pensa plus. À l'intérieur de l'appartement de Carmen, tout ce qui pouvait mal tourner était déjà arrivé. Ce qui avait commencé comme un moment de confiance, laisser quelqu'un entrer, ou peut-être simplement ne pas verrouiller la porte, avait dégénéré en une violence inouïe. Les enquêteurs estimeraient plus tard que l'attaque s'était produite entre 1h et 1h30 du matin. La cause du décès était des coups de couteau, mais la brutalité de l'agression suggérait une rage intense. Carmen s'était débattue, férocement, mais à la fin, l'appartement était de nouveau silencieux. Les lumières étaient toujours allumées, et la personne qui avait fait cela était sortie sans que personne ne la voie. À 7 heures ce matin-là, le soleil se leva sur Turtle Creek comme il le faisait toujours, jetant sa lumière sur les rangées d'immeubles beiges et les parkings fissurés. Les gens partaient au travail. Les enfants attendaient les bus. Les arroseurs automatiques crachotaient dans les cours. Personne ne savait qu'à quelques mètres de là, derrière une porte non verrouillée, une jeune fille de 19 ans gisait morte sur la moquette. Plus tard dans la matinée, la voisine qui avait entendu la dispute écrivit une brève plainte sur un bout de papier. Ce n'était pas un mot de colère ou d'émotion, juste une note de routine qu'elle avait déjà laissée pour d'autres locataires trop bruyants. « Veuillez faire moins de bruit la nuit », écrivit-elle. Elle la glissa sous la porte de Carmen, ignorant qu'elle s'adressait à quelqu'un qui ne la lirait jamais. En partant au travail, elle jeta un regard en arrière. Le papier s'était coincé sous le cadre de la porte, dépassant juste assez pour voleter au gré des courants d'air du couloir. Cette note pliée serait toujours là le soir suivant, à l'arrivée du père de Carmen. Tout au long de cette journée, la vie suivit son cours exactement comme la veille. Au restaurant où travaillait Carmen, son nom resta encerclé sur le planning. Ses collègues supposèrent qu'elle s'était déclarée malade ou qu'elle avait échangé son service. Son directeur essaya de l'appeler une fois, peut-être deux. Pas de réponse. Ce n'était pas inhabituel. Les jeunes employés manquaient parfois leur service et Carmen était suffisamment fiable pour que personne n'imagine le pire. Au fil des heures, son absence commença à se faire remarquer. Le deuxième jour, son directeur appela son père, lui demandant s'il avait eu de ses nouvelles. Ce n'était pas le cas.
C'est à ce moment-là que la première vague d'inquiétude commença à se propager dans la famille. Mais à Turtle Creek, il n'y avait ni gyrophare, ni ruban de police, ni aucun signe que quelque chose n'allait pas. Les gens vivant à quelques mètres de là ignoraient totalement l'horreur qui s'était produite. Même ce soir-là, en passant devant le petit appartement avec la note toujours coincée sous la porte, ils n'y pensèrent pas. C'était juste une de ces choses que l'on finit par ne plus remarquer, une petite irritation sur le chemin vers ailleurs. Pour les enquêteurs, plus tard, la chronologie de ces heures deviendrait à la fois exaspérément claire et tragiquement ordinaire. Il y avait eu une fenêtre de peut-être 30 minutes où quelqu'un aurait pu intervenir. Un simple appel téléphonique, un coup frappé à la porte, un moment de courage aurait pu tout changer. Mais personne n'agit, et le silence prit le dessus. Les derniers moments de Carmen sur Terre se déroulèrent à portée de voix de personnes qui auraient pu l'aider. Ce fait persisterait pendant des décennies, hantant l'affaire bien après que les preuves se soient refroidies. Le son de sa voix, cette seule phrase désespérée, serait rejoué dans d'innombrables interrogatoires, chaque récit un peu plus bas, un peu plus incertain, comme si les gens avaient peur d'admettre ce qu'ils avaient entendu. Lorsque l'employé d'entretien du complexe passa dans le couloir le lendemain matin, le papier était toujours là. Il ne le lut pas. Il se contenta de l'enjamber. Pour lui, c'était juste un autre jour. Certaines histoires se terminent avec le son des sirènes, des gyrophares, des foules qui se rassemblent. Celle de Carmen ne s'est pas terminée ainsi. Elle s'est terminée dans le silence, avec un morceau de papier plié que personne n'a pensé à ramasser. Et pendant les 48 heures suivantes, ce silence s'alourdirait, pressant contre les murs de son petit appartement, attendant que quelqu'un ouvre enfin la porte. Le mercredi venu, 2 jours complets s'étaient écoulés depuis que quiconque avait parlé à Carmen Van Huss, 19 ans. Au début, personne n'y avait vraiment prêté attention. Les gens manquaient parfois le travail. Ils tombaient malades, ne se réveillaient pas, oubliaient d'appeler. Mais quand Carmen ne se présenta pas pour son deuxième service consécutif, son directeur décida de passer un coup de fil. Le téléphone sonna plusieurs fois avant de basculer sur la messagerie vocale. Un autre appel resta sans réponse, puis un autre. En fin d'après-midi, son patron décrocha de nouveau le téléphone, cette fois pour composer le numéro de son père, James Van Huss. Il semblait fatigué quand il répondit, comme quelqu'un qui travaillait depuis le petit matin. Le directeur expliqua que Carmen n'était pas venue travailler, ni la veille, ni aujourd'hui, et que cela ne lui ressemblait pas. Quand il raccrocha, James resta assis un instant, le combiné à la main. Carmen n'était pas le genre de fille à disparaître. Elle était fiable, peut-être un peu têtue, parfois en retard, mais jamais irresponsable. Il appela son numéro 3 fois, tombant directement sur la messagerie vocale. En début de soirée, il ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Le trajet de sa maison à l'appartement de Carmen n'était pas long, peut-être 20 minutes, mais il se souvint de chaque seconde pour le reste de sa vie. Les routes étaient humides d'une averse précédente, le ciel bas et gris, et le vent portait ce frisson étrangement métallique qui précède le coucher du soleil. Il remarqua à peine les feux de circulation ou les voitures qui passaient. Son esprit revenait sans cesse à la conversation qu'ils avaient eue 2 nuits auparavant, à la façon dont elle avait souri, au signe de la main qu'elle lui avait fait avant de partir.
Quand il arriva au Turtle Creek North Apartments, le parking était à moitié plein, calme, comme n'importe quel autre soir. La voiture de Carmen était exactement là où elle la garait toujours, près de la cage d'escalier. Ce petit détail le frappa en premier. La voiture toujours là, ce qui signifiait qu'elle n'était allée nulle part. Il resta assis un instant, le moteur tournant, observant les fenêtres de son appartement au-dessus de lui. Aucune lumière. Il monta lentement les escaliers, l'écho de ses pas résonnant. Son appartement se trouvait près du bout du couloir. Il remarqua quelque chose sur sa porte, un morceau de papier plié, manuscrit. Il se pencha et vit que c'était une plainte pour bruit, datée de la nuit du 23 mars. Quelqu'un l'avait glissée là près de 2 jours plus tôt. La porte n'était pas verrouillée. Il la poussa et appela son nom. Carmen? Rien. L'air à l'intérieur semblait lourd, vicié, immobile. Il entra, ses yeux s'habituant à la pénombre provenant de la petite fenêtre au-dessus de l'évier. La première chose qu'il vit fut un sac de restauration rapide sur le comptoir. Des frites s'étaient renversées sur l'emballage, une boisson à moitié vide à côté, la glace fondue en une flaque trouble. 2 bouteilles de bière se trouvaient à proximité, l'une décapsulée. Tout donnait l'impression que quelqu'un avait été interrompu au milieu d'une soirée ordinaire. Mais quelque chose clochait. La façon dont la chaise près de la table était légèrement tournée, la faible odeur de bière mêlée à une autre, métallique. Il avança plus loin. Carmen? Toujours rien. L'appartement était petit, une pièce principale servant de salon et de chambre, avec une cuisine étroite sur le côté. En faisant un pas de plus, il vit ses chaussures par terre, une veste drapée sur une chaise, puis, près du bord de la moquette, l'ombre de quelque chose qui le fit s'arrêter net. Son esprit mit une seconde à comprendre ce qu'il voyait. Le cerveau humain rejette ce qui n'a pas de sens, même lorsque c'est juste sous ses yeux. Mais quand il comprit, le son qui s'échappa de sa gorge n'avait rien d'humain. Carmen était sur le sol, partiellement dévêtue, son corps immobile, sa peau pâle, une mare de sang figée sur les fibres de la moquette, déjà noircie par le temps. Il recula en trébuchant, criant son nom, mais il n'y eut aucune réponse, seulement le silence. Lorsque les premiers policiers arrivèrent quelques minutes plus tard, James se tenait dans le parking, les mains tremblantes, incapable de parler. Ils l'éloignèrent pendant que d'autres entraient dans l'appartement. L'un d'eux décrirait plus tard la scène comme l'une des pires qu'il ait jamais vues. Une jeune femme, clairement attaquée, poignardée à plusieurs reprises. Le petit espace de vie racontait une histoire chaotique. Des meubles légèrement déplacés, un téléphone décroché, une couverture tordue sur le sol. Mais rien ne semblait avoir été volé. Aucune effraction, aucune serrure forcée. Quiconque avait fait cela avait soit été invité à entrer, soit savait déjà comment s'introduire. Les photographes de la scène de crime se déplacèrent méthodiquement, documentant tout, les emballages de nourriture, les bouteilles de bière, les empreintes digitales maculées sur le comptoir de la cuisine. Ils prélevèrent des échantillons sous les ongles de Carmen, espérant y trouver de l'ADN étranger. Ils relevèrent des empreintes sur les surfaces en verre et les cadres de porte. Mais au début des années 90, les tests ADN étaient limités. Il faudrait des semaines rien que pour confirmer si l'un de ces prélèvements était exploitable. Les détectives se tenaient sur le seuil, examinant la scène, essayant de lui donner un sens. Il n'y avait aucun signe de vol,
aucun mobile évident, juste de la violence, de la rage, un crime qui semblait personnel. Alors que la nouvelle se répandait, des voisins commencèrent à se rassembler à l'extérieur, chuchotant. Certains dirent avoir entendu une dispute 2 nuits auparavant. D'autres affirmèrent n'avoir rien entendu du tout. Une femme, la même voisine qui avait écrit la plainte pour bruit, regarda les gyrophares de la police se refléter sur sa fenêtre et réalisa ce qu'avait été ce son, cette voix qui criait « Lâche-moi ». Pour le reste de sa vie, elle se souviendrait du moment où elle avait glissé cette note sous la porte, pensant faire ce qu'il fallait. À l'intérieur, les détectives travaillèrent jusque tard dans la nuit. L'appartement devint un enchevêtrement de preuves, de marqueurs, de photographies et de sacs scellés. Chaque objet devint un indice potentiel, mais aucun ne menait nulle part. Le couteau, l'arme du crime, manquaient, tout comme la moindre trace de l'agresseur. Ils trouvèrent le sac à main de Carmen près du lit, son portefeuille toujours à l'intérieur, ses clés, sa carte d'identité. Cela ne ressemblait pas à une effraction pour voler. Cela ressemblait à quelqu'un qui était venu là pour elle. Lorsque le médecin légiste arriva, la scène était redevenue silencieuse. Les policiers évacuèrent de la zone et les gyrophares s'éteignirent. Le corps de Carmen fut sorti de l'appartement, recouvert, placé dans le fourgon du coroner. Son père ne fut pas autorisé à la revoir cette nuit-là. On lui dit que c'était mieux ainsi. Il resta jusqu'au départ du dernier policier, assis dans son camion, fixant la cage d'escalier qu'elle avait gravie 2 nuits plus tôt, la même où des voisins avaient entendu des rires, où elle avait marché côte à côte avec quelqu'un que personne ne pouvait nommer. Ce rire s'était transformé en cri, puis en silence, et maintenant en ceci. Quand la police boucla enfin le complexe et partit, le couloir devant son appartement parut de nouveau vide. La note avait disparu. La porte était scellée avec du ruban adhésif de la police, et dans le calme qui suivit, il n'y avait qu'une seule certitude. Quiconque avait fait cela n'était pas entré par effraction. Carmen les avait laissés entrer. Ce simple fait entrait les enquêteurs pendant des décennies, car si elle avait ouvert la porte de son plein gré, cela signifiait qu'elle connaissait son assassin. Et quelque part, cette personne était toujours en liberté. Dans les semaines qui suivirent le meurtre de Carmen, le tranquille complexe d'appartements du sud d'Indianapolis devint le théâtre d'un ballet incessant de détectives, de journalistes et de rumeurs. Pendant un bref instant, il sembla que toute la ville voulait des réponses. La police passa au peigne fin chaque centimètre carré de son appartement, chaque couloir, chaque recoin du parking. Ils interrogèrent les voisins, les amis, les collègues, les ex-petits-amis, quiconque aurait pu voir ou entendre quelque chose cette nuit-là. Mais chaque piste se dissolvait dans le silence. L'homme que certains voisins disaient avoir entendu rire avec elle avant minuit ne fut jamais identifié. Les bouteilles de bière sur son comptoir portaient des empreintes partielles, mais insuffisantes pour une identification. Et le couteau, l'arme qui avait mis fin à ses jours, restait introuvable. C'était comme si son meurtrier était apparu, lui avait ôté la vie, puis s'était volatilisé sans laisser la moindre trace exploitable. Les inspecteurs étaient convaincus que Carmen connaissait celui qui l'accompagnait ce soir-là. L'absence d'effraction, la présence d'objets du quotidien, comme de la nourriture et de la bière, tout suggérait qu'elle l'avait laissé entrer en toute confiance. Mais au-delà de cette certitude, l'enquête a rapidement piétiné. Le dossier s'est rempli de pistes sans issue, de théories stériles et des souvenirs vagues de voisins qui ne parvenaient pas à s'accorder sur ce qu'ils avaient entendu.
La police a publié un bref communiqué dans le journal local promettant de suivre plusieurs pistes, mais en quelques semaines, l'affaire a disparu des médias. Une autre nouvelle, une autre tragédie ailleurs en ville, avait pris sa place. Le cas de Carmen a glissé silencieusement hors des gros titres, de la même manière que son rire s'était éteint dans les escaliers de l'immeuble, lors de sa dernière nuit. Fin mars, sous un ciel gris et un crachin glacial qui ne cessa jamais, sa famille l'enterra. Des amis d'école, des collègues du restaurant et des parents remplissaient les bancs de l'église, la plupart encore sous le choc. Son père, James, se tenait près du cercueil, presque muet. L'homme qui avait découvert le corps de sa fille se tenait maintenant figé à ses côtés, serrant dans sa main le papier plié de la plainte pour tapage nocturne qui avait été accroché à sa porte. Il ne pouvait s'empêcher de le relire, ce court message d'un inconnu qui avait entendu ses cris et n'avait rien fait. Cette même semaine, une autre tragédie frappa. La grand-mère de Carmen, celle à qui elle avait rendu visite le soir de sa mort, s'éteignit dans le même hôpital. Pour la famille, c'était comme perdre 2 générations d'un seul coup. Le chagrin et l'épuisement se sont repliés sur eux-mêmes, au point que le simple fait de parler de ce qui s'était passé devint insupportable. Pendant des mois, James a continué d'appeler les inspecteurs, espérant des progrès. Mais chaque conversation se ressemblait. Les preuves étaient toujours en cours d'analyse. Ils attendaient les résultats du laboratoire. Ils exploraient encore des pistes. Le genre de réponse qui donne une impression de mouvement, mais qui ne signifie rien. Finalement, les appels se sont espacés. L'année suivante, l'appartement de Carmen fut reloué, ses affaires emballées et rendues à son père. Son dossier, épais de rapports et de photographies, fut classé, non résolu et rangé dans les archives. Et pendant près d'une décennie, il y est resté. Le temps n'efface pas le chagrin. Il se contente de l'enfouir sous le poids de la routine. Pour la famille Van Huss, la vie a continué, par fragments. Le jeune frère de Carmen, Jimmy, a grandi avec l'ombre de cette affaire planant sur chaque fête, chaque anniversaire, chaque réunion de famille. Son père a essayé d'être fort pour lui, mais la perte l'avait vidé de sa substance. Ses amis disaient que James ne s'en était jamais vraiment remis. Son rire était devenu plus rare, son caractère plus prompt à l'emportement. Chaque année, le 23 mars, il se rendait sur sa tombe et restait assis là pendant des heures, lui parlant comme si elle pouvait encore l'entendre. Puis, en 2002, 9 ans après la mort de Carmen, la tragédie frappa de nouveau. James Van Huss fut tué dans un accident de voiture en rentrant du travail. Et ainsi, le seul homme qui s'était battu avec le plus d'acharnement pour que l'affaire de Carmen ne tombe pas dans l'oubli avait disparu. La famille l'enterra à côté de sa fille, et le mince fil d'espoir qui les avait maintenus ensemble se rompit finalement. Jimmy avait alors la vingtaine. Après la mort de son père, il se fit la promesse de ne pas laisser l'affaire de sa sœur s'évanouir complètement. Une fois par an, sans faute, il appelait la police d'Indianapolis. Chaque fois, un inspecteur différent répondait, feuilletait le dossier et lui disait la même chose. Rien de nouveau à signaler. Les années passèrent, de nouvelles technologies émergèrent, les tests ADN s'améliorèrent, mais personne au département de police ne réexamina les preuves de Carmen. D'autres affaires étaient prioritaires. D'autres victimes étaient commémorées en premier. Son affaire est devenue l'une des milliers d'autres dans une salle d'archives remplie de meurtres non élucidés. Une pile de papier, quelques sacs de preuves scellés,
un nom qui n'avait de sens que pour le dernier membre de sa famille. En 2013, 20 ans s'étaient écoulés. Les enquêteurs de l'époque étaient à la retraite. La plupart des registres de preuves originaux, manuscrits, étaient jaunis et incomplets. L'affaire n'était pas officiellement close, mais c'était tout comme. Et puis, quelque chose d'étrange se produisit. Un inspecteur qui ne travaillait même pas à la brigade criminelle est tombé sur le dossier de Carmen. Le sergent William Carter ne faisait pas partie de l'unité des affaires non résolues. Il travaillait à l'unité des nuisances publiques, un service qui gérait les propriétés à problème et les questions de voisinage, pas les meurtres. Mais sur son temps libre, il avait pris l'habitude de lire les vieux dossiers classés. Celui de Carmen l'a immédiatement interpellé. Quelque chose dans les photographies, la brutalité du crime, la manière dont tout s'était terminé dans le silence, le hantait. Plus il lisait, plus il était convaincu que cette affaire pouvait encore être résolue. Non pas grâce à des témoignages ou des aveux, mais grâce à une chose que les enquêteurs de 1993 n'avaient pas, la technologie ADN moderne. Les preuves de l'affaire n'avaient jamais été entièrement analysées avec les méthodes de pointe désormais disponibles. En 1993, l'analyse ADN était primitive, lente et peu fiable sur de petits échantillons. Mais en 2013, elle pouvait identifier des individus à partir de profils partiels, même dégradés. Carter a décidé de se replonger dans le dossier. Il demanda l'accès aux anciennes preuves sortant des boîtes poussiéreuses qui n'avaient pas été ouvertes depuis des années. À l'intérieur, il y avait une petite enveloppe contenant des écouvillons prélevés sous les ongles de Carmen. C'était le genre de détail qui pouvait ne rien signifier en 1993, mais qui pouvait tout changer aujourd'hui. Il a déposé une demande pour faire réanalyser les preuves. La réponse est revenue, estampillée d'un seul mot. Refusé. Le département n'avait pas les fonds pour les vieilles affaires, surtout celles sans suspect actif. La plupart des inspecteurs auraient laissé tomber, mais pas Carter. Il croyait que quelque part, un meurtrier vivait sa vie librement depuis 20 ans parce que le système avait abandonné. Alors, il a fait quelque chose que personne à son poste n'avait jamais fait. Tard un soir, il a ouvert son ordinateur et créé une page GoFundMe. La description était simple. Une jeune femme de 19 ans, assassinée dans son appartement d'Indianapolis en 1993. Son meurtrier n'a jamais été retrouvé. Un inspecteur tente aujourd'hui de financer lui-même de nouvelles analyses ADN. Le coût était estimé à 996 $. En quelques jours, les dons ont afflué. En une semaine, Carter a récolté plus de 200 $. Jimmy Van Huss, le frère de Carmen, a même fait don d'une partie de son propre salaire, appelant Carter le seul homme qui s'était jamais soucié de l'affaire autant que sa famille. Pour la première fois depuis des décennies, une lueur d'espoir est réapparue. Carter a envoyé les preuves au laboratoire criminel de l'État. Des semaines passèrent, puis les résultats sont arrivés et son cœur s'est serré. Le laboratoire avait commis une erreur. Le mauvais échantillon avait été testé. Au lieu de l'ADN inconnu, le laboratoire avait analysé un échantillon de contrôle appartenant à Carmen elle-même. Le test avait complètement échoué. Quand Carter a demandé au département d'approuver une deuxième analyse, on lui a dit non. L'argent avait été dépensé, mais sa détermination était sur le point de déclencher une controverse bien plus grande.
Un journaliste local a découvert sa campagne et a publié un article sur cet inspecteur si désespéré qu'il devait recourir au financement participatif. L'article est devenu viral. Le département de police, embarrassé, a retiré Carter de l'affaire. Le public a réagi avec fureur. Jimmy a lancé une pétition intitulée Rétablissez l'inspecteur Carter sur l'affaire Carmen, qui a recueilli des centaines de signatures. Sous la pression, le département de police a fait marche arrière, annonçant que Carter continuerait finalement à assister l'enquête. Ils ont parlé d'un malentendu, mais tout le monde savait que l'indignation du public leur avait forcé la main. Carter s'est remis au travail en silence. Il a commencé à collaborer avec des consultants extérieurs, cherchant des méthodes d'analyse ADN avancées. C'était un travail lent et coûteux. En 2018, il a donné une brève mise à jour à un journaliste, déclarant que des travaux ADN médico-légaux supplémentaires sont prévus avec une source extérieure. Cette seule phrase, si prudente, était le premier signe officiel de progrès en près de 25 ans. Puis, le silence est retombé. Mais quelque chose avait changé. Le nom de Carmen n'était plus oublié. Dans les couloirs de la police, on murmurait que Carter n'avait pas abandonné. Il continuait de pousser, espérant qu'un jour, le bon scientifique avec la bonne technologie trouverait ce que tout le monde avait manqué. Le silence ne signifiait pas la fin. Il signifiait seulement que la vérité n'avait pas encore été entendue. Au printemps 2023, 30 ans s'étaient écoulés. Cette année-là, un développement discret a eu lieu dans une entreprise de Virginie appelée Parabon Nanolabs, spécialisée dans la généalogie génétique, une technique révolutionnaire capable de reconstituer des arbres généalogiques à partir de fragments d'ADN. Après des années de lutte, Carter, désormais lieutenant, avait enfin obtenu le financement pour envoyer un échantillon à Parabon. Dans un laboratoire stérile, les scientifiques ont extrait ce qui restait des preuves biologiques prélevées sous les ongles de Carmen. Ils ont commencé à construire un profil, à analyser les liens ancestraux. Les semaines sont devenues des mois. Puis, un matin, Carter a reçu un email. L'objet était simple. Correspondance potentielle identifiée. Les résultats de Parabon désignaient un homme nommé Dana Germain Shepherd. Âgé de 52 ans, il vivait dans le Missouri, mais était originaire d'Indianapolis. Au moment du meurtre de Carmen, Shepherd avait la vingtaine et habitait à quelques pâtés de maison de son immeuble. Son casier judiciaire n'était pas vierge. Agression, cambriolage, violence domestique. Son profil génétique correspondait de manière définitive à l'ADN masculin inconnu retrouvé sur la scène de crime. Après 31 ans, le fil invisible reliant la victime et son meurtrier se resserrait enfin. Le 3 septembre 2024, la police du Missouri l'a arrêté. Le communiqué de presse qui a suivi était bref mais électrique. Pour la première fois depuis 1993, le nom de Carmen était imprimé à côté du mot « justice ». Lorsque les inspecteurs ont annoncé à Jimmy Van Heus qu'ils avaient retrouvé le meurtrier de sa sœur, il est d'abord resté sans voix. Il sentit le poids de 3 décennies s'alléger, ne serait-ce qu'un peu. Au téléphone, il dit à l'inspecteur « Mon père aurait voulu entendre ça. » Lorsqu'il est apparu au tribunal, menotté et silencieux, Jimmy était assis au premier rang. Il avait pris l'avion, ses mains tremblaient alors qu'il tenait une photo pliée de sa sœur,
la même que leur père avait autrefois gardée encadrée près de son lit. Pour la première fois, le nom de Carmen n'était pas prononcé comme une statistique ou un dossier non résolu, mais comme celui d'un être humain dont l'histoire avait enfin atteint la lumière. Il a d'abord refusé de poser les yeux sur l'accusé. Il s'est contenté d'écouter les procureurs décrire les preuves ADN, les liens génétiques, la proximité de l'ancienne adresse de Shefford avec l'appartement de Carmen, la solidité de la correspondance. Chaque mot ravivait la blessure tout en promettant enfin sa guérison. Quand le juge a demandé à Shepard s'il comprenait les chefs d'accusation, il a hoché la tête une seule fois. Pas d'excuses, pas d'explication, juste le silence. Après l'audience, Jimmy s'est adressé calmement aux journalistes. C'est étrange, a-t-il dit. On attend ce moment toute sa vie, et quand il arrive, ce n'est pas un sentiment de justice, c'est un soulagement. À l'intérieur du tribunal, l'inspecteur Carter observait depuis le dernier rang. Il avait enduré une vie de frustration pour que ce moment voie le jour. Privé de financement, mis à l'écart, critiqué. Mais maintenant, il pouvait enfin voir le fruit de sa persévérance. Il n'a donné aucune interview, n'a fait aucune déclaration. Il est simplement sorti, seul, avec la certitude d'avoir accompli ce que tout le monde disait impossible. Les avancées de la police scientifique sont souvent décrites de manière clinique. Des pourcentages, des allèles, des probabilités. Mais derrière chaque chiffre se cache un nom. Et dans cette affaire, l'ADN n'a pas seulement parlé. Il a révélé la vérité. L'annonce officielle est tombée une semaine plus tard. Des preuves ADN ont permis de relier Dana Germaine Shepard au viol et au meurtre de Carmen Van Huss, 19 ans, commis en 1993. L'unité des affaires non résolues de la ville a qualifié cette résolution de l'une des plus importantes de ces dernières années. Mais pour ceux qui avaient traversé cette épreuve, il n'y avait pas de célébration, juste un bilan silencieux. 31 ans d'attente, 31 ans d'anniversaire manqué, 31 ans à imaginer ce qui aurait pu être si elle était rentrée chez elle ce soir-là et avait fermé sa porte à clé. Dans les mois qui ont suivi, les procureurs ont bâti leur dossier. Ils ont reconstitué les déplacements de Shepard, ses délits antérieurs, et la lignée génétique ininterrompue qui le plaçait à l'intérieur de l'appartement de Carmen. Le dossier était irréfutable. La probabilité que l'ADN appartienne à quelqu'un d'autre était mathématiquement nulle. Lorsque le procès a enfin commencé, Jimmy est retourné à Indianapolis. Il s'est assis dans la même salle d'audience chaque jour, parfois seul, parfois rejoint par des parents éloignés qui se souvenaient à peine de Carmen, mais qui sentaient qu'il lui devait bien ça. Alors que l'accusation présentait les preuves, les photos et les rapports de 1993, Jimmy a confié que c'était comme rouvrir une plaie qui n'avait jamais guéri, mais une plaie qui avait besoin d'air pour enfin se refermer. Pendant le réquisitoire final, les procureurs ont décrit comment Carmen s'était débattue, comment l'ADN retrouvé sous ses ongles était finalement devenu la clé de l'énigme. Elle nous a laissé la réponse, a murmuré un des avocats. Il fallait juste attendre que la science rattrape son retard. Et puis, quand le verdict est tombé, coupable sur toute la ligne, Jimmy n'a pas pleuré. Il ne s'est pas levé, n'a pas applaudi. Il est resté assis, le regard fixé droit devant lui. À voix basse, il a murmuré les mêmes mots que sa sœur avait hurlés dans ses derniers instants. Lâche-moi. Seulement cette fois, ce n'était pas de la peur. C'était une libération.
Dehors, devant le palais de justice, l'air était froid. Les journalistes lui ont demandé ce qu'il ressentait maintenant que tout était fini. Il a répondu: Mon père peut reposer en paix. Carmen peut reposer en paix. Et peut-être que maintenant, je le peux aussi. Pour l'inspecteur Carter, c'était la fin d'une quête qui avait duré des décennies. Pour Jimmy, c'était la fin d'une vie d'attente. Et pour la ville d'Indianapolis, cela prouvait une chose simple mais profonde. L'ADN n'oublie jamais. L'histoire s'est achevée là où elle avait commencé, à l'hôpital communautaire Sud, où Carmen avait passé sa dernière soirée à rendre visite à sa grand-mère. Le bâtiment était différent maintenant. Nouvelle peinture, nouvelles enseignes, mais les couloirs étaient les mêmes. C'est là, 3 décennies plus tôt, qu'elle avait dit ses derniers au revoir avant de rentrer chez elle. Un simple acte de gentillesse qui a survécu à l'homme qui lui a pris la vie. Et tandis que le soleil se couchait sur les mêmes rues qu'elle avait autrefois parcourues, la même ville qui lui avait manqué de parole tenait enfin sa promesse. Car à la fin, la science a accompli ce que le temps ne pouvait pas faire. Elle a dit la vérité. Et elle a rendu à son nom la seule chose qui lui manquait depuis 31 ans, la justice.